Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzan, bienvenue dans mon podcast Survivre et prospérer dans un monde de surprises. L'épisode d'aujourd'hui, IA, rupture et automatisation, le monde académique est-il le prochain Kodak ? L'arrivée des grands modèles de langage est généralement présentée dans le débat public comme un sujet pour les programmeurs, les juristes ou les comptables. On parle peu de ces effets sur les producteurs de savoir eux-mêmes, c'est-à-dire sur ceux dont le métier consiste depuis des siècles à lire, synthétiser, à conceptualiser et à transmettre les connaissances. Pourtant, la rupture est profonde. Le monde académique vit en ce moment sa propre crise Kodak, mais ne semble pas en avoir conscience. Un enseignant-chercheur consacre de longues années à faire essentiellement deux choses. Assimiler la littérature scientifique de son domaine et écrire des articles fondés sur cette littérature. Et parfois un recueil empirique de données. C'est un investissement cognitif considérable. Cet investissement est normalement rentabilisé par un poste dans une grande école ou une université. La clé d'accès, c'est le doctorat qui requiert 5 à 7 années de travail monacal. Tout le système de production des doctorats, des publications académiques et des recrutements universitaires repose sur le modèle érudition égale valeur. Or, ce modèle se brise au moins sur sa dimension la plus fondamentale. Que fait concrètement un chercheur qui veut publier ? Il établit une revue de littérature. Eh bien, l'IA en produit un premier état plus rapidement et avec une couverture plus large. Il traite des données recueillies. L'IA le fait également plus rapidement. Il rédige l'article en respectant les codes de la revue ciblée. L'IA produit un premier jet acceptable en quelques minutes. Les contributions, 10 minutes et 5 itérations. L'abstract, idem. Bien sûr, l'IA n'est pas infaillible, mais la part la plus consommatrice de temps du métier, celle qui faisait l'essentiel de l'investissement initial, devient une fonction de pilotage et de contrôle. La supervision n'est ni rapide ni triviale, elle exige souvent précisément l'expertise que l'outil semble remplacer, mais le rapport de force temporel entre production et supervision est massivement bouleversé. Cette substitution ne frappe naturellement pas tous les chercheurs de la même façon. Les sciences dures restent partiellement protégées par la paillasse et le laboratoire. Tant qu'il faut manipuler des éprouvettes, calibrer des instruments, conduire des expérimentations physiques, le cœur du métier conserve une assise tangible que l'IA ne peut pas dématérialiser. La situation est plus contrastée dans les sciences humaines et sociales. Une partie d'entre elles produit des données primaires que l'IA ne peut pas générer, mais une autre partie, celle qui travaille essentiellement sur des données existantes et qui produit de la conceptualisation à partir de la littérature, voit l'essentiel de son activité tomber dans le périmètre substituable. Que reste-t-il alors qui ne soit pas substitué ? Précisément ce que l'IA ne sait pas faire, identifier un paradoxe, formuler une question de recherche, concevoir un protocole, aller sur le terrain, mener un entretien difficile, observer une situation organisationnelle, dépouiller des archives inédites, construire des concepts, arbitrer des controverses, évaluer la validité d'une démarche, former et encadrer des doctorants, signer une interprétation et en assumer la responsabilité devant la communauté. Cette fonction de garantie, un chercheur identifié, méthodologiquement responsable, qui répond de ses erreurs, n'est pas réductible à la production de textes. Elle reste pleinement humaine. La valeur du chercheur est intacte sur ce périmètre. Elle se trouve simplement déplacée et quantitativement réduite à la portion du métier que l'érudition livresque ne couvre pas. Le problème, c'est que cette portion-là n'est pas celle sur laquelle le système académique a appris à fonctionner de manière dominante. Deux fragilités préexistantes l'ont rendu progressivement minoritaire dans la pratique réelle d'une part importante des chercheurs. La première est l'isolement croissant. Au fil des décennies, le métier s'est replié sur lui-même. On publie pour des pairs dans des revues produites et lues par les pairs sur des sujets de plus en plus étroits, souvent ésotériques, dans une langue de plus en plus codée. Les liens avec les organisations réelles, les entreprises, les administrations, les terrains, se sont distendus jusqu'à devenir, pour une fraction non négligeable de la profession, ténus. Cet enfermement dans la théorie pure était déjà problématique avant l'IA. Il devient mortel avec elle
parce qu'il prive le chercheur du seul actif que l'IA ne sait pas produire, le jugement situé, la connaissance d'un terrain, la compréhension fine d'un contexte particulier. La seconde est la réticence à enseigner. Dans le système tel qu'il est organisé, l'enseignement est souvent vécu comme une corvée qui détourne du vrai travail, la publication, qui détermine la carrière, produit des incitations institutionnelles. Pour ceux qui s'y résignent, l'impact pédagogique devient négligeable. Quand un étudiant peut désormais obtenir d'une IA une explication patiente, disponible et adaptée à son niveau, l'enseignant qui se contente d'un service minimum devient ouvertement substituable. Qu'apporte-t-il qu'un agent ne peut pas apporter ? Face à cette situation, les chercheurs ne restent pas immobiles. Une véritable course à l'IA s'est engagée dans les laboratoires. Ateliers, formations, séminaires sur comment utiliser ChatGPT pour publier plus ou comment accélérer le traitement de ces données. Mais cette énergie est mobilisée au service du modèle existant. Produire plus d'articles, plus vite, dans les mêmes revues, selon les mêmes critères d'évaluation. C'est le réflexe du cramming, c'est-à-dire le bourrage que Clayton Christensen a décrit chez les acteurs en place, confrontés à la rupture. On intègre la nouvelle technologie dans l'ancien modèle pour améliorer son efficacité plutôt que le repenser. L'analogie avec Kodak, incapable de se réinventer dans un monde digital, a certes ses limites, mais le mécanisme cognitif du fameux dilemme de l'innovateur est comparable. L'acteur en place ne réagit pas à la rupture parce qu'il la lit à travers le prisme du modèle qu'elle est précisément en train de défaire. Il n'est pas exclu que les institutions parviennent à réagir, mais tout le système de recrutement, d'évaluation et de hiérarchie symbolique est conçu pour récompenser l'érudition et la production d'articles. Le piège est d'autant plus redoutable qu'il est invisible aux acteurs concernés. Un enseignant-chercheur qui avait investi 20 ans pour devenir un spécialiste reconnu n'a aucun intérêt à reconnaître que la part automatisable de son métier est en train de croître à vue d'œil. La question n'est donc pas l'enseignant-chercheur va-t-il être remplacé ? La question, plus précisément, est sur quoi repose désormais sa valeur si son érudition livresque est banalisée, si son isolement du terrain l'empêche d'apporter une valeur ajoutée humaine, et si son désengagement pédagogique le rend remplaçable par une machine. La réponse existe, produire de la donnée originale, formuler des questions neuves, garantir la validité d'une méthode, accompagner des raisonnements, se plonger dans les situations réelles, mais elle suppose de repenser profondément le métier, ce qui se heurte aux incitations actuelles. Mais une chose est certaine, les enseignants-chercheurs, dont la valeur repose principalement sur ce qu'ils ont lu et synthétisé, sont en danger, et ce d'autant plus que la part de leur activité tombe dans le périmètre substituable. Identifier cette part clairement pour réinventer son métier pendant qu'il en est encore temps est désormais indispensable pour tous les métiers de col blanc aujourd'hui, et les enseignants-chercheurs n'y échappent pas. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cet épisode sur les principales plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochains épisodes. À bientôt.